Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Rentrer comme ça dans votre intimité sans vous demander la permission, c'est aussi ça la magie de la télévision. Pour ce programme hebdomadaire politico-économico-touristique. Je suis Consti Eka et merci de nous recevoir chez vous. En ouverture de cette émission, nous commençons par le Cameroun. C'est chose rare, chose étonnante pour certains, je dirais surtout pour les personnes du Nord, de voir comment est-ce qu'un président à presque 90 bougies passées, et je dirais même 41 ans au pouvoir, et encore adulé par tout un peuple. Le peuple camerounais qui n'a Dieu que pour son président, le président son excellence Paul Biya, et qui a fêté avec faste. Je dirais même les militants du RDPC lui ont rendu un hommage particulier pour ses 41 ans au pouvoir. Ce 41e anniversaire de la cession au pouvoir du président de la République camerounaise, célébré avec faste par les militants du RDPC, dans la ville de Douala, c'est celle que nous avons choisie. Toute notre équipe de CNN s'est focalisée sur les activités de la ville économique Douala et une présence très remarquée d'un membre du comité central du RDPC, à savoir M. Hervé Emmanuel Nkom, qui est un fervent défenseur de la politique du président Paul Biya. Reportage Raoul Sonkwe. Sous un soleil ardent, comme sous une pluie arrosante, les cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, ont célébré avec faste le 41e anniversaire d'accession à la magistrature suprême du président de la République, son Excellence Paul Biya. La dite cérémonie s'est déroulée au quartier Bepanda Arcelour, situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, sur la présidence du gouverneur de la région du littoral, en présence du maire de la ville, du délégué régional et départemental du comité central du RDPC, du maire de la ville de Douala 5e, du président de section RDPC de Douala 5e, ainsi que de nombreux militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le 6 novembre 2023 marque ainsi les 41 ans d'accession à la magistrature suprême du président de la République, président national du RDPC. À l'occasion de cet anniversaire, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Douala 5e a une fois de plus sollicité la candidature de leur champion, le président Paul Biya, à l'élection présidentielle 2025, au regard des grands défis relevés jusqu'ici. En ce jour d'anniversaire, prions le camarade chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC dans le Gouri, de bien vouloir exprimer notre volonté au président national, le grand camarade Paul Biya, que Gouri 5 l'invite à se présenter avec totale assurance comme notre candidat aux prochaines élections présidentielles. Parmi ces réalisations, la considération de la femme dans la prise des grandes décisions pour le développement de la nation. Une raison qui motive davantage les femmes de la sous-section OFRDPC à porter un soutien indéfectible au président Paul Biya. La mobilisation et l'animation dans le parti. Le président intègre la femme à la vie politique du parti et ensuite, tel que je viens de le dire, multiplie les postes au niveau du gouvernement et aussi, non seulement elle intègre le gouvernement, il nomme la femme au poste de responsabilité dans les grandes sociétés. Ça veut dire qu'il permet à la femme de participer à la gestion des affaires de notre République. Et cela, nous parlons de la revalorisation de la femme camerounaise. Et aujourd'hui, vous voyez tout ce qui est mis à la disposition de la femme pour son émergence. La femme aujourd'hui, elle porte des galons au niveau de l'armée, au niveau de la police. La femme intègre tous les postes de responsabilité de notre pays. Donc nous pouvons dire que nous avons tout intérêt à soutenir le président de la République parce que nous nous préparons pour l'émergence du Cameroun. Et pour cela, il nous donne tous les moyens, il nous donne tous les outils qui nous amèneront à ce niveau. La jeunesse également n'est pas en reste.
Les jeunes de la sous-section OJ-RDPC invitent les autres jeunes à rejoindre le Parti de la Flamme afin de construire un Cameroun plus prospère. Depuis le 6 novembre 1982, l'homme du renouveau n'a cessé de séduire ses militants et sympathisants par des actions et des réalisations concrètes. Comme vous le constatez, nous sommes très fiers d'atteindre ce jour aujourd'hui parce que 41 ans, ce n'est pas 41 jours, ce n'est pas 41 mois. Vous devez savoir que c'est Dieu qui a choisi le président Paul Biya pour le Cameroun. Parce que lui-même l'a dit, ne dure pas au pouvoir qui le veut. Et nous, Camerounais, devrions être fiers de notre président parce qu'il nous a tout donné pendant son règne. Il nous a donné tout ce qu'il a. Nous a garanti la paix, il nous a garanti le développement. Et aujourd'hui, il est là. Il continue à tout faire pour que le Cameroun soit émergent en 2035. Vous savez, la jeunesse a toujours occupé une place de choix dans la politique du président Paul Biya. Depuis son accession au pouvoir en 1982, nous avons bénéficié d'un nombre important de réalisations. En témoigne le nombre d'universités que nous avons sur pied, les infrastructures sportives, les offres de concours, etc. Les jeunes ont de plus en plus honte de se déclarer militants du RDPC. Je voudrais dire à ces jeunes de ne pas avoir honte, d'afficher clairement leur militantisme, de ne pas avoir peur d'arborer les symboles, les idéaux du parti et de toujours rester fidèles aux engagements du président Paul Biya qui n'a jamais eu de cesse d'œuvrer pour notre développement. Le 41e anniversaire d'exercice du pouvoir par le président Paul Biya coïncide cette année avec le début des grandes manœuvres dans les états-majors des partis politiques dans la perspective de la prochaine élection présidentielle 2025. Pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son candidat naturel reste et demeure le président Paul Biya. Pour nous, 2025, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous travaillons depuis la dernière élection 2018. Rassurez-vous, le RDPC dans Vourissin, et j'en suis convaincu, dans tout le territoire camerounais, se comporte comme si 2025 était demain. Et toutes les armes sont prêtes, tous les acteurs sont mobilisés, toutes les forces vives sont mises en exergue pour que la victoire soit écrasante, mais surtout éclatante et dans la démocratie totale. Le 5e arrondissement de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, est déjà à pied d'œuvre pour préparer une victoire démocratique pour leur champion, le président Paul Biya, aux élections présidentielles de 2025 prochain. Le président Alassane Ouattara, comme je le disais, tantôt chef de l'État ivoirien, a pris part au 4e sommet du G20 sur l'investissement le lundi 20 novembre. Et à cette 5e édition de la conférence de haut niveau du Compact avec l'Afrique, il a s'agi de séduire les investisseurs allemands. Et le président Alassane Ouattara a brillé de tout feu dans l'attraction de l'économie ivoirienne. Qui mieux que le président Ouattara, dont on connaît déjà pratiquement il y a 3 décennies les prouesses en tant que Premier ministre de Côte d'Ivoire, connaissant et prenant en main une Côte d'Ivoire avec des dossiers brûlants, tout était complètement au point mort. Et 30 ans après, on voit que le président connaît mieux la Côte d'Ivoire et peut mieux vendre cette Côte d'Ivoire. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, a pris part dans la matinée du lundi 20 novembre 2023 à Berlin au sommet économique du G20 sur l'investissement et la 5e édition de la conférence de haut niveau du Compact avec l'Afrique du G20. Le renforcement des investissements privés sur le continent africain et la coopération dans le domaine de l'approvisionnement durable en énergie ont été au centre des travaux. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, a par la suite participé à un panel de haut niveau, occasion pour le chef de l'État ivoirien de mettre en exergue le climat des affaires favorable en Côte d'Ivoire grâce à notamment un environnement de paix et de sécurité, à une stabilité politique et macroéconomique et au renforcement des droits et des entreprises avec la création de tribunaux de commerce. Pour la 5e fois, je considère que nous sommes privilégiés d'avoir eu ces opportunités dans ce beau pays. Et je voudrais indiquer que nous avons des relations très fortes avec l'Allemagne et la République fédérale. Et nous sommes heureux, surtout parlant au secteur privé ici, de constater que le nombre d'entreprises allemandes en Côte d'Ivoire a quasiment triplé en 5 ans. Je me réjouis de présenter les atouts de mon pays
et de dire que la Côte d'Ivoire est un petit pays de 30 millions d'habitants, mais qui est marqué par sa stabilité. Et nous avons également la paix et la sécurité. Bon, dans ce monde où la question sécuritaire est difficile, je crois que c'est un environnement où les investisseurs peuvent se sentir totalement en sécurité, le pays est en paix, et dire que c'est un pays aussi qui respecte les droits des personnes, les droits des entreprises, et ceci est très important pour les investisseurs privés. Nous avons été félicités par les investisseurs en ce qui concerne la notation de notre pays, qui montre que c'est l'un des rares pays. Je crois que maintenant, avec le Maroc qui a une notation positive au niveau des marchés internationaux, ceci s'explique par le cadre macroéconomique qui a été stable, une très bonne performance, un taux de croissance d'environ 7% par an depuis 2012, avec des investissements sociaux importants, notamment dans le domaine de l'énergie. Le domaine de l'énergie, parce qu'évidemment les industries ont besoin d'énergie, pas seulement les consommateurs, les citoyens. À donner un exemple, nous avions un taux de production d'électricité de 40% en 2011. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 98%. Tous les villages de plus de 500 habitants ont de l'électricité. En matière d'eau potable aussi, nous avons fait des progrès considérables et nous continuons, mais c'est un secteur où je voudrais encourager les entreprises allemandes à venir investir dans ce secteur, surtout connaissant la qualité et la réputation des entreprises allemandes dans ces deux secteurs, que ce soit l'eau ou l'électricité. Parce que je tiens beaucoup à une économie non seulement libérale, mais diversifiée. Et nous avons besoin, dans ces deux secteurs, d'une ouverture à de nombreuses entreprises. Et je pense que les entreprises allemandes peuvent avoir une bonne opportunité. Pour terminer, le président Alassane Ouattara a invité les entreprises allemandes à saisir les opportunités d'investissement qu'offre le pays dans plusieurs domaines, notamment l'électricité, l'eau potable, les infrastructures, les énergies renouvelables et la transformation des produits agricoles, en particulier le cacao et l'anacarde, afin d'accroître la valeur ajoutée de nos matières premières, de créer plus d'emplois pour nos jeunes et d'accélérer la transformation structurelle de notre économie. En marge de la conférence de haut niveau du Compact avec l'Afrique, du G20, le président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part à un déjeuner de travail offert par le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier. Les relations solides entre l'Allemagne et les pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, ainsi que les perspectives de leur renforcement, ont été soulignées au cours de ce déjeuner. Quand on parle de la Belgique, on fait souvent tout de suite allusion un peu au Congo, rien de plus normal, mais surtout du Congo Kinshasa. Mais là, nous allons parler du Congo-Brazzaville, qui vient d'honorer encore l'Afrique. Le président Sassou Nguesso fait des choses comme il se doit. Il vient d'offrir à son peuple, au peuple congolais, et d'ailleurs à toute l'Afrique, ce que j'appellerais simplement un joyau architectural. Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a inauguré, pour la fierté et le bonheur du peuple congolais, les tours jumelles de Mpila à Brazzaville. Sous forte escorte présidentielle, comme vous regardez en ce moment, il est arrivé, le président de la République congolaise, chef de l'État, au grand plaisir de la population congolaise qui avait déjà pris d'assaut cet espace réservé à l'inauguration des deux tours jumelles. Un complexe, je vous laisse regarder. Reportage Raoul Sonkoué. Les tours jumelles de Pila sont situées dans le 6e arrondissement. Un joyau architectural qui change complètement le paysage de ce centre urbain et fait désormais la fierté de la capitale congolaise. Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a en personne inauguré cette tour jumelle de Pila. Lancée le 1er juillet 2015 et démarrée officiellement le 29 mars 2016, les travaux de construction des tours jumelles de Pila ont été réalisés par une société chinoise. Ces tours jumelles sont cofinancées par l'État du Congo et la banque chinoise d'export-import à hauteur d'un peu plus de 173 milliards de francs CFA.
Ceci en application de l'accord de partenariat stratégique entre la République du Congo et la République populaire de Chine. Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, donne là un nouvel éclat à cette partie de Brazzaville à travers les tours jumelles de Bila qui défient aujourd'hui toute concurrence sur l'ensemble du territoire congolais. Entre le lancement des travaux le 1er juillet 2015 et l'inauguration en 2023, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, vient ainsi briser le scepticisme de ses réfractaires. Le député maire de Brazzaville a invité solennellement les populations, surtout les riverains de cette partie du pays, à s'approprier ce joyau architectural et d'en prendre soin. Du statut d'ancien village frénétique qui a vu passer l'illustre pêcheur sénégalais Yoro Thiam au balbutiement des débuts de l'industrialisation à Brazzaville, Bila est désormais dans une dynamique de transformation depuis quelques années, devenant ainsi l'un des plus beaux quartiers et participe à l'extension du centre-ville administratif et des affaires de la République du Congo. Cette tour identique de 31 étages chacune dispose d'un hôtel 5 étoiles d'une capacité d'accueil de 349 chambres, dont 8 suites présidentielles, 47 suites ministérielles, 114 chambres standards et un restaurant tournant au standy. Le tout pour un total de 217 logements. Nous quittons le Congo maintenant pour d'abord vous présenter, faire un clin d'œil à notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville, qui forme désormais tous les meilleurs cadres venus de tous les pays d'Afrique. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. De par, je dirais même, le côté unique de ce qui se passe au Gabon et qu'il est aujourd'hui, désormais, selon le général Brice Clotaire Oligui Nguema, d'appeler tout simplement le sauvetage de la nation. Comme l'a dit si bien le président de la transition, chef de l'État gabonais depuis sa prise de pouvoir, de sauvetage de la nation gabonaise, et qui a reçu toutes les couches sociales, en commençant par le clergé, les diplomates, les décideurs économiques, le corps administratif gabonais, les responsables de partis politiques et récemment le président en exercice de l'ACEMA, qui est le président de la République centrafricaine, Archange Touadéra, sans omettre de relaxer certains prisonniers politiques ou encore des prisonniers qui n'y ont été que par les différentes fantaisies de l'ex-régime. S'en est suivi le président de l'Union nationale gabonaise d'alors, à savoir M. Zakari Miboto, qui lui aussi a été reçu par le chef de l'État gabonais désormais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Et M. Zakari Miboto ne s'est pas retenu à laisser éclater sa joie en précisant qu'il a souhaité voir ce jour depuis 2001 et de remercier Dieu pour avoir inspiré les forces de défense et de sécurité à stopper la souffrance et la misère des Gabonais. C'est alors aussi que dans la même journée, une rencontre qui était très attendue par la communauté nationale gabonaise et internationale était l'audience du président de la Cour constitutionnelle gabonaise, Madame Marie-Madeleine Boranzo. Le Gabon, depuis le 30 août, a montré aux yeux du monde la maturité de son peuple, un patriotisme qui force l'admiration et qui prouve que les Africains
par la voix du Gabon, ont tourné la page du désordre ambiant et des effusions de sang à répétition et irresponsables qu'on a eu coutume de voir ici et là. Au Gabon, il s'agit de sauver la nation dans la paix. Un des derniers maillons de toute la réception, de toute la succession de rencontres avec le président de la transition, chef de l'État gabonais. Une des rencontres qu'attendait, nous le savons bien, toute l'Afrique, tous les Gabonais, toute la communauté internationale, avec tout ce qui se disait, était cette fameuse rencontre entre le président de la transition gabonaise, chef de l'État désormais, à savoir le général Brice Clotaire Oligui Nguema, une rencontre qui s'est effectuée dans un esprit patriotique inégalé entre le chef de l'État gabonais qui avait à ses côtés tous ses collègues de la sécurité et de la défense nationale gabonaise et le président de la Cour constitutionnelle dissoute. Une cour constitutionnelle qui va céder sa place à une nouvelle cour constitutionnelle de transition. Poursuivant sa série de rencontres avec les forces vives de la nation et la classe dirigeante, le chef de l'État gabonais, président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a échangé ce mercredi 6 septembre 2023 avec le président de la Cour constitutionnelle gabonaise, Madame Marie-Madeleine Borancio. Il s'est agi au cours de cette rencontre de la mise en place d'une nouvelle cour constitutionnelle de transition suite à la crise électorale du 30 août dernier qui a conduit à sa dissolution par le comité pour la transition et la restauration des institutions, de toutes les institutions de la République au pouvoir, depuis le 30 août 2023. Les échanges ont porté entre autres sur la mise en place d'une nouvelle cour constitutionnelle de la transition. Madame Marie-Madeleine Borancio a été une figure marquante de la cour constitutionnelle gabonaise, ainsi que la cheville ouvrière de la construction de ce beau siège qui honore le Gabon. Il a été question de la mise en place d'une cour constitutionnelle de la transition. Vous savez que toutes les institutions ont été mises à plat. Et cet après-midi, Monsieur le Président, entouré de tous les membres du comité de transition, m'ont fait l'honneur de me recevoir et me faire part des raisons qui ont amené les forces de défense et de sécurité à interrompre le fonctionnement régulier des institutions. Dans quelques jours, le président de transition mettra en place une cour constitutionnelle de transition et naturellement, je passerai le flambeau au président de la Cour constitutionnelle de transition. C'est tout à fait normal et c'est dans l'ordre normal des choses que une nouvelle ère puisse voir le jour et après tant d'années de service à la tête de cette haute juridiction. Sur décision du chef de l'État, président de la transition gabonaise, une nouvelle cour constitutionnelle de transition avec des nouveaux membres issus des 9 provinces du Gabon et un nouveau président de cette haute institution seront installés et un passage de témoin au sommet de cette haute institution dans l'intérêt supérieur du Gabon. Au Tchad, comme je disais tantôt, Mme Anna Djedé, directrice générale des opérations à la Banque mondiale, a été reçue par le président de la transition, chef de l'État tchadien. Au menu de cette rencontre avec le numéro 1 tchadien, ils ont parlé de la crise humanitaire et surtout du soutien indéfectible de la Banque mondiale. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le président de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a accordé une audience à une délégation de la Banque mondiale, délégation conduite par sa directrice générale chargée des opérations, Madame Anna Djedé. Les échanges avec le chef de l'État ont porté sur les nouveaux appuis financiers pour répondre aux défis humanitaires auxquels le Tchad fait face à cause de la crise née de l'afflux des réfugiés soudanais à l'est du Tchad, une situation qui préoccupe la Banque mondiale, partenaire privilégié du gouvernement. Conduite par sa directrice générale chargée des opérations, Anna Djedé, la délégation a exprimé au président de la République du Tchad le soutien de la Banque mondiale et lui a fait part de la disponibilité de nouveaux financements dans le volet humanitaire au profit du Tchad. Nous avons convenu de l'importance d'accroître notre soutien aux réfugiés et aux communautés qui les accueillent.
Nous allons le faire avec des projets qui vont porter sur l'infrastructure de base, la santé, l'éducation, le renforcement des moyens de subsistance, ainsi que le domaine agricole et la sécurité alimentaire. C'est ainsi que j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui un renforcement de notre appui au Tchad, afin que le Tchad puisse mieux servir sa population et venir en aide aux réfugiés. Un projet d'urgence en faveur de la sécurité alimentaire de 340 millions de dollars. C'est un appui supplémentaire, programme que nous avons en cours pour, entre autres, aider à la sécurité alimentaire. Occasion aussi pour la directrice générale de la Banque mondiale, chargée des opérations, de saluer les efforts du Tchad en matière de réforme économique et de gouvernance, soulignant que ces financements contribueront à renforcer la résilience économique du pays, tout en améliorant les conditions de vie du peuple tchadien. Ce qui préoccupe particulièrement le chef de l'État, c'est la sécurité alimentaire. Nous avons donc convenu d'un projet d'urgence d'appui à la sécurité alimentaire. Nous avons aussi parlé du secteur énergétique. Nous avons un programme en cours, mais nous avons convenu d'accélérer sa mise en œuvre afin d'accroître l'accès à l'énergie pour les populations tchadiennes. Nous avons aussi souligné l'importance d'accélérer les réformes en matière de gestion des finances publiques, d'administration fiscale, mais aussi d'accès à l'infrastructure de base. Ce partenariat renouvelé entre le Tchad et la Banque mondiale promet de catalyser le progrès économique et social, a reconnu le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a exprimé sa gratitude envers la Banque mondiale pour son soutien continu en faveur du Tchad dans sa quête de développement. Le Bénin, où une forte délégation conduite par la secrétaire d'État française auprès de la ministre de l'Europe ont été reçus en audience par le président de la République béninoise, son Excellence Patrick Talon. Ensemble, les deux personnalités ont discuté sur des sujets de coopération internationale, surtout entre la France et le Bénin, des sujets qui touchent la sécurité, la formation des jeunes, le développement, bref, tout ce qui touche l'émergence du Bénin. Raoul Sonkoué. La secrétaire d'État française auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargée du développement de la francophonie et des partenaires internationaux, à la tête d'une forte délégation, effectue une visite de travail au Bénin depuis le mercredi 29 mars 2023. Madame Chrysoula Zakharopoulou a été reçue en audience le 30 mars 2023 au palais de la Marina par le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon. Avec le chef de l'État béninois, la secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a fait un point du suivi des engagements pris par le président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron, lors de sa visite au Bénin le 27 et le 28 juillet 2022, pour une redynamisation de la coopération entre les deux États. Il s'agit notamment de la coopération culturelle, du développement du tourisme, de la formation technique et professionnelle. Je peux dire que le partenariat avec le Bénin, c'est aujourd'hui un modèle de notre nouveau partenariat avec le continent africain. C'est exactement ça que le président Macron a voulu créer et je trouve qu'entre les deux pays, exactement, on voit ces beaux partenariats dans le respect réciproque et dans l'envie réciproque de faire ensemble. On a discuté avec le président Talon sur les différents dossiers, en commençant bien sûr par la question de sécurité et de défense, pour laquelle nous luttons tous contre le terrorisme, et la coopération entre le Bénin et la France devient chaque jour plus concrète. Tout d'abord, on a beaucoup de choses que nous faisons ensemble dans la formation, dans le domaine des équipements, dans le domaine des renseignements, nous travaillons ensemble. Et ensuite, on a parlé bien sûr un peu de toutes les relations avec les pays voisins. Et ensuite, nous avons parlé beaucoup sur des grands sujets de notre coopération,
la question de la formation professionnelle, qui est vraiment un sujet qui est très cher au président Talon. Et je trouve que la création de l'emploi des jeunes nécessite une formation en amont qui est bien. Et voilà, nous avançons ensemble selon les rythmes que nous avons fixés pour la construction de 12 lycées agricoles on fait un partenariat entre les ADET et l'AFD. La France Éducation Internationale, qui a été choisie comme prestataire par l'ADET pour la création d'une demi-douzaine d'écoles de métiers dédiées aux filières telles par exemple que l'énergie, le numérique, BTP. Et après, il y a une autre coopération entre les projets phares de CME City et de plusieurs établissements d'enseignement supérieur français parmi les plus prestigieux comme la Sorbonne et l'Université de Champagne qui étaient ici à Cotonou et qui travaillaient ensemble. Et à la fin, bien sûr, nous avons discuté beaucoup sur les questions culturelles. Cette relation de notre pays a commencé avec la restitution des 26 trésors royaux d'Abomey et ça continue aujourd'hui avec les formidables projets des quartiers culturels et créatifs de Cotonou où nous allons devoir inventer un nouveau institut franco-béninois, une ville de résidence d'artistes, les musées d'art contemporain. Nous sommes vraiment très honorés de travailler avec vous. Nous sommes honorés d'être choisis. Et voilà, nous sommes toujours des pays amis et nous sommes en phase sur tous ces projets, mais surtout, on est en phase et alliés pour faire face aux grands enjeux de ce monde, la paix, tout d'abord, le climat, la question de biodiversité, la question de santé mondiale. Les sujets débattus au cours de cet entretien constituent la manifestation de la nouvelle vision du partenariat entre la France et les pays africains défendue par le président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron. Vision axée sur la jeunesse, l'innovation et la culture. Était présent à cette audience le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, M. Romuald Vadani, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Arbénancy. Le projet de Porte-Nouveau Ville Verte, qui est soutenu par l'AFD, donc il y a une institution française, comme vous le savez, et voilà les progrès qui sont faits, elle a évoqué tout à l'heure les questions du climat, les questions de la biodiversité et la question de mobilité. C'est tout cela aussi qui est concrétisé dans le projet de Porte-Nouveau Ville Verte. L'autre volet de cet entretien avec le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, est la situation sécuritaire dans les pays du Golfe de Guinée. À se demander souvent s'il a un petit moment pour se reposer. Celui qui est désormais appelé Monsieur Sécurité du territoire national. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui est partout, au four et au moulin, et surtout veille à la sécurité du territoire national. L'armée ivoirienne renforce ses capacités opérationnelles à l'approche de la Cannes Total Énergie 2023. Vous constaterez vous-même par les faits. Reportage Raoul Sonkoué. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téni Ibrahima Ouattara, a procédé ce 8 novembre 2023 à Abidjan à la remise des 74 véhicules et du matériel informatique à la Gendarmerie nationale et aux forces armées de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État a remis les clés des véhicules et des échantillons du matériel informatique au chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, et au commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo.
ainsi qu'au représentant de l'administration centrale, le général de brigade Sako Issa. Le général de brigade Sako Issa, porte-parole des récipiendaires, se réjouit de la sollicitude des autorités ivoiriennes pour garantir une capacité opérationnelle optimale des forces de défense et de sécurité. La dotation de ce jour vient, encore une fois, renforcer et consolider la dynamique entreprise par Monsieur le ministre d'État de voir nos armées accroître leur professionnalisme et conserver leur dignité retrouvée. Monsieur le ministre d'État, nous sommes bien conscients des énormes efforts que vous ne cessez de fournir pour que ces dotations soient possibles. Aussi voudrais-je, au nom des bénéficiaires de ce jour, vous assurer de notre engagement à toujours remplir nos missions avec une conscience professionnelle sans faille et surtout à faire de ces matériels le meilleur usage. Une dotation du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, qui démontre l'attachement de l'État à garantir les meilleures conditions de travail aux forces armées de Côte d'Ivoire. 74 véhicules, dont 16 véhicules de liaison, 13 véhicules de transport de troupes et du matériel informatique qui s'inscrit dans la continuité à renforcer les capacités de mobilité ainsi que les capacités d'organisation et de travail des forces armées de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ténébiraïma Ouattara, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Je voudrais, après le général Sako, exprimer notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, qui n'a de cesse à faire en sorte que les forces armées de Côte d'Ivoire soient dotées de moyens leur permettant de remplir dans les meilleures conditions les missions qui leur sont confiées. Dans 2 mois, nous allons faire face à un événement d'une extrême importance. La Coupe d'Afrique des Nations, ici en Côte d'Ivoire, au mois de janvier prochain. Et c'est le lieu de demander aux forces armées de Côte d'Ivoire de se mobiliser pour faire en sorte que cet événement soit un succès. Donc ces mobilités, je suis sûr, participeront à faire en sorte que vous puissiez remplir de façon satisfaisante cette mission. Près de 3 milliards de francs CFA ont été alloués à cette remise de véhicules et du matériel informatique. Quitter un temps soit peu la Côte d'Ivoire pour le Togo. Le Togo, le président de la République togolaise, son excellent Faure Esson-Simba Yassimbe, fait toujours tout ce qu'il faut pour le bonheur de son peuple, lui aussi. Le chef de l'État togolais, Faure Esson-Simba Yassimbe, a ouvert le 3e sommet de l'industrie financière africaine, AFIS, à l'hôtel 2 février de Lomé. Cet hôtel que vous regardez et qui date de plus de 3 décennies. C'est un hôtel qui déjà prouvait un peu la vision futuriste de nos chefs d'État. Et c'est dans cet hôtel, baptisé le 2 février de Lomé, capitale politique de la République du Togo, que s'est tenu ce sommet dont l'ouverture s'est effectuée par le chef de l'État togolais. Reportage Charlotte Abdoulaye. À son arrivée ce 15 novembre 2023 à l'hôtel 2 février de Lomé, le chef de l'État togolais a été accueilli par les autorités administratives, honneurs militaires et exécution de l'hymne national. L'AFIS 2023 est un cadre d'échange de haut niveau qui a rassemblé les acteurs gouvernementaux, les dirigeants des grandes institutions de la finance africaine, les régulateurs et experts appelés à mettre leurs réflexions en commun pour construire une industrie financière inclusive, innovante et adaptée aux enjeux de l'heure pour l'Afrique et le monde. Dans son allocution d'ouverture, le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Esson-Simba Yassimbe, s'est réjoui de l'organisation de cette édition de l'AFIS qui ouvre la voie à une nouvelle dynamique de l'industrie financière africaine, ainsi que des progrès sur le front des indicateurs macroéconomiques, notamment le ralentissement de l'inflation. Chers amis, chers invités et chers participants, je voudrais vous remercier de votre présence et remercier particulièrement le groupe Jeune Afrique et la SFI pour la confiance renouvelée dans notre capitale pour l'organisation de cette édition. L'édition
AFIS 2022 faisait la part belle aux crises et à leur gestion. Son premier panel s'intitulait « Transformer la finance africaine en période de crise ». Force est de constater que nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre. Le thème des crises laisse place à celui des opportunités. Le premier panel de cette année, bâtir une industrie financière africaine de classe mondiale, une opportunité à 1500 milliards. Donc ce thème incarne cette nouvelle symbolique. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord m'interroger devant vous. Comment expliquer ce regain d'optimisme? La normalisation des prix y est bien sûr pour beaucoup. Après des mois d'inquiétude, l'inflation retombe enfin et les prix des produits de base, notamment alimentaires et énergétiques, se détendent. Cette baisse de l'inflation est constatée partout dans le monde. Les dernières projections du FMI suggèrent que la hausse des prix aura atteint 6,8% en 2023 avant de revenir à 5,2% en 2024, une nette amélioration par rapport au taux de 8,7% enregistré l'année dernière. Mieux encore, la baisse de l'inflation est particulièrement prononcée dans notre espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Le taux d'inflation est tombé à 2,7% en septembre 2023, une performance à saluer quand on la compare au pic de 8,8% enregistré en août 2022 et au taux de 6% en janvier 2023. Le continent représente 28% des États membres des Nations Unies et d'ici 2050, la population africaine constituera 25% de la population mondiale. Cette proportion devrait atteindre 40% en 2100. Notre voix, la voix africaine, doit être à la mesure de cet avenir. Merci et bonne conférence à tous. Les travaux qui réunissent près de 1000 leaders et acteurs de premier plan de la finance continentale ont officiellement été lancés par le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essouzim Gnassingbé, ce 15 novembre 2023 dans la capitale togolaise. Les travaux articulés en conférences, ateliers et tables rondes sont notamment placés sous le thème « Construire une industrie financière africaine de classe mondiale ». Une opportunité à 1500 milliards de dollars. Il s'agit d'accompagner l'émergence d'une Afrique plus inclusive et plus connectée, d'assurer la sécurité alimentaire de la région, d'améliorer l'accès au logement et d'assurer la transition énergétique du continent. Les acteurs financiers peuvent se concentrer, je pense, sur 3 domaines d'intervention prioritaires. Tout d'abord, le financement des micro, petites et moyennes entreprises. Nous le savons tous, ces entreprises constituent l'épine dorsale des économies en Afrique. Elles fournissent des biens et des services essentiels, créent de nombreux emplois et favorisent l'innovation. Autour de chacune de ces petites entreprises se structure un écosystème économique. Et c'est bien de leur maintien en activité que dépend la capacité du continent à structurer de véritables chaînes de valeur régionales et nationales et de créer des emplois. Selon la Société financière internationale, le financement du commerce en Afrique reste très faible. L'Afrique a besoin de 2800 milliards de dollars pour atténuer les effets du changement climatique à l'horizon 2030. Le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essouzim Gnassingbé, a rappelé le rôle important du secteur privé dans le financement du développement de l'Afrique. Il est donc crucial de souligner que notre collaboration avec le secteur privé n'est pas seulement un choix stratégique, c'est une nécessité impérieuse, compte tenu de la stagnation des flux de l'aide publique au développement. Il incombe aux États de rassurer le secteur privé et de se montrer transparent et à l'écoute. Rassurer, c'est d'ailleurs l'objet du Conseil de concertation État-secteur privé, une plateforme mise en place par le gouvernement togolais pour conduire un dialogue permanent avec nos investisseurs. Mais rassurer, c'est aussi assurer la sécurité du territoire et de nos côtes. Il incombe également à nos États de valoriser les opportunités offertes à nos pays. Cette promotion s'applique bien entendu aux projets individuels comme nous le pratiquons lorsque le gouvernement rencontre des investisseurs pour financer des projets spécifiques. Au-delà de la promotion des projets isolés, il est primordial de véhiculer une vision à long terme. C'est donc parti pour 2 jours d'échanges de haut niveau, de discussion, de networking et de signature de partenariats destinés à réinventer l'industrie financière africaine.
En République sénégalaise, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a reçu en audience le lundi 27 novembre 2023 les équipes médicales sénégalaises et turques qui ont réussi une transplantation rénale dans son pays, le Sénégal. Quand on sait ô combien c'est douloureux de faire des transplantations en tout genre, mais celle-là a été réussie au Sénégal par une équipe conjointe de Sénégalais et de Turcs. Reportage Charlotte Abdoulaye. Après le succès de la première opération de transplantation rénale, l'hôpital de Ouakam, le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, a reçu ce lundi 27 novembre 2023 les équipes sénégalaises et turques qui ont réalisé cette prouesse. Cette réussite est le fruit d'un processus de coopération entre le Sénégal et la Turquie. Le professeur El Farika, président du comité national du don et de la transplantation d'organes, a exprimé avec beaucoup d'émotion et de satisfaction ses remerciements aux autorités pour leur soutien. Nous réitérons nos remerciements au chef de l'État d'avoir bien voulu nous recevoir pour faire le point pour cette activité. Je pense que les premières transplantations, nous les avons reçues avec beaucoup de satisfaction et également beaucoup d'émotion parce que nous avons toujours le regard de ces patients qui ont retrouvé l'espoir parce qu'ils ont reçu un rein et également beaucoup d'émotion parce que ça nous a montré que l'humanité existe encore. Parce qu'aller donner un organe, ce n'est pas facile et nous avons vécu ça, les relations intrafamiliales. Donc c'est très émouvant et je pense que le Sénégal vient de compléter l'offre de soins en matière de prise en charge de la maladie rénale chronique. Parce qu'on avait la dialyse qui est complètement prise en charge. Et il nous restait la transplantation pour redonner espoir à nos jeunes patients qui n'avaient un autre choix que de rester en dialyse éternellement. Maintenant, nous avons la transplantation rénale. Je pense que cette activité va continuer, elle doit continuer et je suis sûr qu'elle va continuer parce qu'il y a l'engagement de toutes les autorités, du chef de l'État, du ministère de la Santé, pour rendre pérenne cette activité. Donc il faudra pour cela, par contre, relever le défi du financement, une fois que le défi de l'organisation a été fait. La Fondation turque de la transplantation d'organes se félicite de la collaboration franche avec les équipes sénégalaises. Des programmes de développement de la capacité en tant que fondation turque de la greffe d'organes au sein du réseau international de la transplantation. Nous menons ces programmes avec des universités éminentes de Turquie ainsi que des ONG qui sont des meilleurs dans leur domaine. Nous avons fait la connaissance de monsieur le professeur Farika et de son équipe en 2015 et jusqu'à 2017, nous avons mené différentes activités de formation et plusieurs collaborations. En 2017, nous sommes arrivés à Dakar à l'invitation du ministère de la Santé du Sénégal. Et lors de cette visite, nous avons signé un mémorandum de consensus avec Madame le ministre de la Santé entre le ministère de la Santé du Sénégal et la Fondation turque de la greffe d'organes. Et ce mémorandum prévoyait une coopération entre le Sénégal et la Turquie pour le développement et le démarrage de programmes de transplantation. Depuis 2017, nos confrères sénégalais ont participé à plusieurs activités de formation organisées en Turquie. Les médecins, chirurgiens et infirmiers ont eu l'occasion de participer à ces formations. Et les préparatifs étant terminés en très grande partie, nous avons décidé de démarrer les transplantations d'organes en coopération avec le ministère de la Santé du Sénégal. Et nous sommes venus ici pour réaliser les 3 premières transplantations rénales au Sénégal et soutenir nos confrères sénégalais avec une équipe constituée d'experts, de médecins et de scientifiques des plus expérimentés de Turquie. Le Sénégal est entré dans l'histoire de la greffe et de la transplantation d'organes ce 26 novembre 2023. Ainsi, l'hémodialyse ne sera plus la seule solution offerte aux patients atteints de maladies rénales terminales. Nous allons, dans ce reportage, Transition oblige, vous parler du 65e anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Conakry. S'il est vrai qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, nous nous rendons bien compte. Après avoir écouté le président, père de l'indépendance de la Guinée-Conakry, dans son excellent et décomplexé rapport face à la presse française. Sékou Touré, père de l'indépendance de la Guinée-Conakry, qui a fêté le lundi 2 octobre dernier ses 65 ans d'indépendance. Avec son nouvel homme fort, à savoir Mamadi Doumbouya, on peut tout simplement dire que les Africains
ont décidé de prendre leur destin en main. La commune de Kaloum, à Conakry, a été le théâtre d'une grande célébration, à savoir les 65 ans d'indépendance de la Guinée-Conakry. Reportage Charlotte Abdoulaye. La Guinée a brillamment célébré ce lundi 2 octobre 2023 sa 65e année d'indépendance à travers le pays. La commune de Kaloum, à Conakry, a été le théâtre d'une grande célébration. De Sans-Fil à Boulbiné, en passant par Tombeau Sans-Fil à Manquépa, les populations sont venues nombreuses pour vivre cet événement. Les citoyens drapés dans le tricolore guinéen en arborant fièrement le dit t-shirt marqué 65 ans d'indépendance ont défilé dans les rues du quartier, accompagnés de musiciens jouant des trompettes et des saxophones. Des fanfares et des groupes de danseurs se sont joints à la parade, créant une ambiance de fête inoubliable. Le point culminant de la journée a été le défilé militaire qui s'est déroulé le long de la route, partant du palais du peuple jusqu'au palais Mohamed V. Les forces armées guinéennes, pour une discipline remarquable, ont défilé sous les regards admiratifs de la foule. En tête du cortège, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, a été ovationné et applaudi par les citoyens qui se sont amassés le long du parcours. Puis, s'en est suivi le défilé militaire, marqué par une impressionnante parade des véhicules de forces de défense et de sécurité. Les forces spéciales ont ouvert la marche, suivies par les différents corps de l'armée de terre et l'armée de mer, ainsi que les forces de police dans leur ensemble. Les gendarmes et le génie militaire ont également participé à cette démonstration de force. Les forces armées des républiques du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de la Sierra Leone, venues commémorer avec le peuple de Guinée l'an 65 de son indépendance, ont pris part à ce défilé sous le regard du président de la transition, chef de l'État, Son Excellence Mamadi Doumbouya, vêtu de boubou blanc, en compagnie de la première dame de la République, Lauriane Doumbouya, le Premier ministre, le président du CNT et des délégations venues des pays frères et amis. Après un défilé digne de ce nom, qui aura également été une démonstration de force, le président de la transition s'est offert un bain de foule avant de se rendre à son palais. Un banquet de l'indépendance est prévu en début de soirée et un concert gratuit au Palais du Peuple. Cet anniversaire symbolique rappelle le courage et la détermination du peuple guinéen dans sa lutte pour la liberté. Cette journée a été une fois encore l'occasion pour les Guinéens de se souvenir de leur histoire et de célébrer les progrès réalisés depuis leur indépendance, et ce malgré les défis politiques, économiques et sociaux auxquels le pays est confronté. Nous restons dans ce palais des congrès où l'équipe de reportage de CNN a décidé comme ça de vous rapporter ce message, un extrait un tout petit peu de ce message qui a été rendu en mondovision par toutes les chaînes de télévision. C'était un message adressé à la population et surtout face au Parlement ivoirien. Le message du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. Un chef d'État qui parle peu, mais travaille énormément, et toujours au four et au moulin, et veille au développement de son pays, la Côte d'Ivoire. Il a fait un bilan pour que les uns et les autres sachent ce qu'il fait, ce qu'il a dit qu'il fera, et ce qu'il a fait et continuera de faire pour le bonheur des Ivoiriens. Le président de la République de Côte d'Ivoire, à son Excellence Alassane Ouattara, dans ce message sur l'état de la Côte d'Ivoire à date, devant le Parlement ivoirien, et surtout a pris à témoin les Ivoiriens et la communauté internationale. Un extrait que nous rapporte ici toute l'équipe de reportage de CNN présent dans ce palais des congrès dans le quartier résidentiel de Cocody à Abidjan. Le reportage Charlotte Abdoulaye. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a adressé un message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès ce mardi 25 avril 2023 au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, comme le demande l'article 114 de la Constitution. Outre les députés et sénateurs, la cérémonie a enregistré la présence du vice-président de la République, M. Tiemoko Meïlé Koné, de la première dame, Mme Dominique Ouattara, du Premier ministre, M. Patrick Hachi, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement ainsi que celles du corps diplomatique, du corps préfectoral, des chefs traditionnels, des guides religieux, des organisations socio-professionnelles et de la société civile. Sur l'état de la nation, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a rassuré son peuple à travers ses représentants, à savoir que les fondamentaux de la construction nationale, menés sous son leadership, sont solides, notamment la paix avec les pays voisins, ainsi que la paix à l'intérieur des frontières nationales. Nous avons tourné la page des événements malheureux concernant nos 49 vaillants soldats du contingent déployé au sein de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Face à cette situation, nous sommes restés fidèles à nos idéaux de paix et de fraternité.
En outre, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a rassuré sur la sécurité aux frontières. Au plan sécuritaire, d'importants efforts ont été consentis ces dernières années, avec un accent particulier sur l'équipement, la formation technique et disciplinaire de nos forces de défense et de sécurité. Les effectifs en constante progression sont redéployés pour garantir la sécurité de nos frontières face aux menaces terroristes. Le président de la République de Côte d'Ivoire a en outre réaffirmé la solidité de l'économie, tout en ajoutant que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'une des locomotives de la sous-région et l'une des principales vitrines d'une Afrique qui avance et qui gagne. En dépit du contexte économique mondial difficile, l'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance. Les grands équilibres macroéconomiques sont donc maintenus en Côte d'Ivoire, notamment avec notre endettement qui reste modéré à peu près à 55% du PIB. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a fait un large exposé des actions et des programmes de développement menés par le gouvernement dans tous les secteurs de la vie sociale, entre autres les mesures prises pour préserver le pouvoir d'achat des populations vivant en Côte d'Ivoire, le programme sanitaire du gouvernement, le programme d'accès à l'électricité, à l'eau potable, l'exploitation pétrolière, la réhabilitation et l'accroissement du réseau routier, ainsi que le programme de construction des logements. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a relevé la faiblesse de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Pour y faire face, il a fait savoir que les grands moyens sont d'ores et déjà engagés. Les questions liées à l'éducation, la formation, l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, qui représentent environ 3/4 de notre population, c'est-à-dire 22 millions sur 30, ont depuis 2011 fait partie des priorités du gouvernement. D'importantes avancées ont été réalisées, mais de nombreux défis demeurent. C'est pourquoi, lors de mon message à la nation du 31 décembre dernier, j'ai déclaré 2023, année de la jeunesse. Mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré. C'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. Par ailleurs, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a soumis aux députés et sénateurs une modification de l'article 177 de la Constitution du 8 novembre 2016 visant l'institution des 2 sessions au Parlement au lieu d'une seule, comme c'est le cas actuellement. Parce que la Constitution doit être dynamique, épouser l'ère du temps et surtout renforcer l'efficacité des institutions de la République et leur fonctionnement. Je viens vous soumettre, conformément à l'article 177 de la Constitution. Je l'ai toujours dans la poche, la Constitution. Une modification constitutionnelle. Les modifications que je propose visent, entre autres, l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement. Oui. L'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre. Après l'adresse sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a rassuré le Parlement que le bateau Ivoire est bien conduit. Un conseil des ministres qui s'est tenu au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire en présence de son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. L'équipe de CNN dirigée par le très brillant Ousmane Coulibaly était au rendez-vous au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire pour entériner ce conseil de ministres et ce qui suivra par la suite. Reportage. Ce mercredi 20 décembre 2023, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. A. Mesures générales. Projet de loi. Projet de décret. B. Mesures individuelles. C. Communication. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, le Conseil a adopté 2 projets de loi, dont le projet de loi relatif à la protection de l'éléphant en Côte d'Ivoire. Il faut juste noter que les éléphants en Côte d'Ivoire se trouvent dans une situation alarmante
de plus de 3000 individus dans les années 70-80, nous avons aujourd'hui environ 500 individus. Donc vous comprenez l'urgence donc des décisions quant à la protection donc, de ces éléphants emblèmes de notre pays. Ce projet de loi traduit la volonté de l'État de protéger durablement l'éléphant, espèce faunique menacée d'extinction donc dans notre pays en raison notamment du braconnage et de la destruction donc, de son habitat naturel. Le deuxième projet de loi est relatif au commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction. Le deuxième projet de loi vise à renforcer l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, donc en abrégé CITES, dans notre pays notamment. Cette convention protège environ 40 000 espèces animales et végétales dont l'existence est menacée en raison de la surexploitation due au commerce illégal transnational organisé contre l'environnement. Ce projet de loi détermine, en cohérence avec cette convention, les mesures administratives, financières et répressives en vue de réguler et de freiner durablement ce commerce illégal en synergie avec les autres États signataires. Au titre du ministère de l'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté un décret portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil de discipline de la fonction publique. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté un décret portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil de discipline de la fonction publique. En application du nouveau statut général de la fonction publique du 23 novembre 2023, ce décret actualise la composition donc, du dit organe et réorganise les modalités de fonctionnement ainsi que la procédure disciplinaire de cet organe consultatif essentiel à la fonction publique. Le Conseil a entendu une communication du Premier ministre, chef du gouvernement, relative à l'élan de solidarité de la Côte d'Ivoire à l'égard de la République sœur de Guinée, suite au drame qui est survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Ainsi, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le Premier ministre a organisé une mission de solidarité envers ce pays frère et ami. Cette mission comprend l'envoi d'une section des sapeurs-pompiers militaires comprenant des spécialistes de blessures chimiques, des médecins spécialistes donc de grands brûlés et de médicaments d'une valeur de 17 millions de francs CFA. En outre, du carburant d'une valeur de 100 millions de francs CFA sera convoyé donc en Guinée. Il est à noter que le Conseil des ministres de ce mercredi 20 décembre est le dernier de l'année 2023. Tout en souhaitant une très belle fête pour cette CAN à tous les amoureux du football, toutes les équipes africaines se connaissent désormais et savent à qui ils ont affaire pour ce grand rendez-vous footballistique en Côte d'Ivoire, la CAN 2023, qui ouvre les portes, pour ne pas dire, dont le lancement se fera à grande pompe le 13 janvier 2024, ici même à Abidjan, tout en souhaitant aussi, comme ça, tous les attacheurs des deux pays, surtout du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, allez, maintenant de faire de cette fête une véritable fête mondiale au regard des pays du Nord. Je tiens tout simplement à vous remercier, vous qui avez passé votre temps à regarder ce programme d'information politique, économique et surtout aussi touristique. N'oubliez pas les rediffusions sur vos différents médias. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Consti Eka, je donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.
rendez-vous du roi de la télé sur CNN avec son magazine d'information politique afro-mondiale Constieka All Week News en multidiffusion sur CNN, la télévision autrement, sur les bouquets Télépack, l'IMEX et en streaming sur www.cnntv.ci en couverture mondiale.